J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Eh ben c'est parfait, Pierre. Ouais. Bienvenue. Merci à toi. Bienvenue dans Alors c'est quoi ton histoire. Je suis très heureux de pouvoir t'accueillir là et de pouvoir comprendre ce qui construit ce grand gaillard que je vois sur les réseaux, ce grand gaillard qu'on m'a recommandé, ce grand gaillard avec qui je voulais absolument discuter. Donc bienvenue, très sincèrement, Merci. et puis j'ai hâte de pouvoir aller voir un petit peu ce qui te construit. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pierre, première question Ouais. à laquelle je viens de répondre déjà, mais ton prénom, Mon prénom, c'est Pierre. ton âge, 28. 28. Qu'est-ce que tu fais comme profession aujourd'hui ? Comment commencer Je dirais j'ai plusieurs casquettes. On va dire créateur de contenu aussi sur les réseaux sociaux où je cherche à parler de différents sujets comme l'apprentissage, la discipline, le sport. Et après aussi conférencier et formateur. Donc je vais dans des entreprises ou des lycées où je vais parler de sujets comme apprendre à apprendre, apprendre à se concentrer ou environnement et compréhension du cerveau du style tout ce qui va être intention action gap par exemple. Et en dernier recours, de temps en temps, et formateur en école de commerce sur des sujets de management ou de communication. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Pourquoi tu t'es dit, créateur de contenu sur les réseaux pour aider les gens à apprendre, et deux, aller dans les entreprises ou dans des établissements pour transmettre ? En vrai, c'était pas prémédité. Par où commencer ? Je dirais, ça vient d'un voyage aux États-Unis. Donc en 2019, au début, j'étais en économie, moi de base. J'étais en Master 1 en économie. Et j'étais sur des sujets d'économie du développement en Afrique et les sujets d'inégalité des chances dans les banlieues. Mais j'étais pas trop convaincu par cette voie-là. Mais j'avais pas forcément de réponse. Donc je me suis dit, peut-être fallait que je prenne du recul. Donc je me rappelle, j'étais durant mon entretien de Master 2, pour passer en Master 2, je suis pris. Mais au fond de moi, j'aurais voulu qu'on me dise non. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, je continuais, parce que tu vois, en France, on va dire, t'es dans une école prestigieuse, pourquoi tu te plains ? Valide ton Master 2. Donc j'ai fait l'entretien, mais au fond de moi, j'aurais voulu qu'on me dise t'es pas pris pour avoir une excuse et finalement faire une pause. Donc je sentais ce besoin de faire une pause. Et donc je me rappelais sur Facebook, moi j'étais dans l'association Article 1, je sais pas si tu connais, mais c'est une association d'égalité des chances qui aide les jeunes de milieux modestes à réussir leurs études. Et ils avaient posté une offre de bourse pour étudier 6 mois à Berkeley. C'était un programme d'entrepreneuriat et innovation, j'y connaissais rien. Mais je me suis dit, peut-être que j'ai besoin d'aller dans l'inconnu pour me découvrir. Donc, je postule comme ça au culot. Et du coup, je passe plusieurs processus d'entretien. Et en même temps que j'ai mon oral de Master 2, juste après, j'ai ma réponse qui dit que je suis admis en échange là-bas. Et donc, j'y vais. Ah ouais. Voilà. Et donc, quand je vais là-bas, justement, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je découvre l'importance des réseaux sociaux, de communiquer. Donc, je commence à communiquer pour parler d'égalité des chances, d'apprentissage. Et après, pour financer mes études, je me suis demandé quelles sont mes compétences, quels sont les besoins des gens. Et je voyais que les lycées privés avaient besoin peut-être d'aide sur l'orientation scolaire et l'apprentissage. Les écoles de commerce avaient besoin de formateurs. Donc, j'ai fait ça en parallèle de mes études. Et après mes études, j'ai décidé de continuer. Ouais. Et donc là, après... Tu t'intéresses beaucoup à la cognition, on va aussi y revenir. Mais à ce moment-là, à quelle place ça prend, tu vois, quand tu es en train de te découvrir dans cet environnement-là ? Moi, au début, je ne connaissais rien. C'est juste quand je suis revenu des États-Unis pendant le Covid, je faisais un service civique. Et c'était au sein de l'association Article 1. Et moi, j'étais en charge en fait, d'un programme qui s'appelait Réussite Virale. On devait mettre en relation
des collégiens, des lycéens de milieu modeste avec des mentors. Et moi, je me suis dit, je vais en profiter pour faire un sondage. Donc, j'ai fait un sondage sur quelles sont vos difficultés, qu'est-ce qui vous pousse à choisir une orientation plutôt qu'une autre. J'ai appelé des parents d'élèves, des professeurs pour apprendre sur leurs difficultés. Et tu vois, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils devaient apprendre à travers un écran, avec Zoom, comme c'était en distanciel. Et donc, ils disaient, je m'endors, j'ai du mal à me concentrer, je travaille beaucoup, mais j'ai des mauvaises notes. Je ne sais pas comment réviser. On me dit de travailler beaucoup, mais c'est quoi les bonnes méthodes? Donc, je vais sur Internet, sur YouTube, et je tombe sur les sciences cognitives. Je vois qu'il y a des théories sur l'apprentissage, sur la concentration. Je découvre des termes comme la cognition. Et donc, c'est là où je commence à lire et voir qu'il y avait le concours de l'ENS en sciences cognitives et qu'on pouvait tenter en autodidacte. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là. C'était vraiment... C'était pas prémédité. Quoi. Et donc là, tu découvres ça en autodidacte, et tu approfondis aussi en autodidacte. Et finalement, aujourd'hui, t'en parles aussi avec aisance. Et tout ça, tu l'as appris hors cadre scolaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait... dans le cadre scolaire, on avait la théorie. Et vu que j'étais toujours sur le terrain avec le milieu associatif, j'avais toujours des questions. Donc, ça m'obligeait à toujours vulgariser les choses. C'est-à-dire que je n'étais peut-être pas aussi solide que quelqu'un qui a un doctorat ou autre, mais j'étais toujours obligé d'apprendre à aller à l'essentiel. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire c'est quoi l'intention action gap. Il faut que je trouve des exemples dans la vie de tous les jours, du style tu as l'intention d'aller au sport, mais tu n'y vas pas. Qu'est-ce qui fait que tu veux changer, mais tu n'y arrives pas. Donc, trouver des exemples, trouver dans l'environnement des gens pour qu'ils puissent comprendre la théorie. Plutôt que j'aurais pu juste dire un truc très théorique, ils n'allaient pas forcément comprendre, donc je n'allais pas avoir d'impact sur eux finalement. Et justement, là, tu as employé le mot-clé. Impact. Tu veux avoir de l'impact sur les gens parce que là, tu veux transmettre aussi ce que tu sais, ce que tu as appris de ton expérience théorique, de ton expérience pratique. Et pour apprendre, pour comprendre ce que les gens veulent apporter aux autres, j'aime bien comprendre comment les gens ont évolué, dans quel environnement ces personnes ont grandi. Et c'est pour ça que j'ai une question pour toi. Pierre, alors, c'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est compliqué. Par où commencer? Je dirais par Villiers-le-Bel. Donc moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville dans le Val d'Oise. Donc l'une des plus pauvres de France. Donc j'avais été élevé seul par ma mère dans le quartier de Puy-la-Malière. Et on va dire, j'avais une mère pour qui l'éducation, c'était important. C'était par l'éducation qu'on allait pouvoir changer sa trajectoire, en tout cas. Donc en primaire, on va dire, j'étais un peu marginalisé, je dirais. C'est-à-dire que je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt. Donc j'avais du mal à trouver ma place. C'est-à-dire que je m'intéressais beaucoup à l'histoire précolombienne, les Incas, les Aztèques, etc. Alors qu'à l'école, on avait plus parlé de foot. Moi, je suis fan de foot, mais à l'époque, je détestais le foot. C'est ça qui est drôle. Je détestais le foot. Tout le monde parlait de foot. Et donc, au début, j'avais du mal à trouver ma place. J'étais souvent en conflit avec les professeurs. Et je m'ennuyais beaucoup en cours. Et pourquoi ces conflits? C'était lié au centre d'intérêt qui était différent entre toi, ce que toi, tu voulais apprendre, découvrir, et ce qu'on t'apprenait réellement? Je dirais un peu ça, Par exemple, je me rappelais, il y avait un cours d'histoire, je ne sais plus si c'était en CM1 ou pseudo-CM2. C'était sur la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale. Et je me rappelais, je m'étais disputé avec ma professeure parce que moi, je m'intéressais aux tireurs sénégalais à l'époque. Et je disais, vous parlez que des poilus, mais il ne faut pas oublier que les tireurs sénégalais, les tireurs africains, etc., ils ont eu un impact sur la guerre. Ou quand ils parlaient d'esclavage, souvent, je disais oui, mais... c'est plus compliqué que ça, etc. Donc, c'est vrai que j'avais ce côté un peu conflictuel. Et ma mère a été fatiguée parce que toujours, on l'a convoquée. Parce que toujours, j'étais en conflit avec les autres. Donc, c'est drôle que j'ai fait des longues études parce qu'au début, ça partait pas dans le bon sens. Mais cette raison des conflits et du fait que ta mère se fasse convoquer à chaque fois, est-ce que la raison était saisie par ton entourage? La raison de ces convocations, par exemple, à l'école, la raison de ces conflits, etc. Franchement, non. Non, franchement, ils ont tout essayé. Ils pensaient que j'étais hyper actif, etc. Alors que pas du tout. Franchement, ils ne savaient pas trop. Ils disaient juste que j'avais la tête dans la lune, dans les nuages, etc. Que j'étais en décalage avec mes camarades. Mais après, en réalité, en grandissant, j'ai réussi à trouver ma place. Mais en tout cas, en primaire, au début, c'était difficile. Et en 2007, nous, il y avait eu les émeutes de Villiers-le-Bel.
Donc, ils avaient, je sais pas si, pour ceux qui connaissent pas, il y avait 2 jeunes qui ont été tués, ont été percutés par la police. Ils étaient en scooter, ils sont morts. Et donc, ça a créé des émeutes. Et donc, il y avait des coups de feu, les magasins ont brûlé, notre bibliothèque, elle a brûlé. Donc, c'est un peu un contexte tendu. Et où finalement, c'est la première fois que j'entendais le terme banlieusard. C'est-à-dire Sarkozy qui parlait beaucoup de vie belle. Donc, il y avait ce côté aussi, est-ce que je suis français? Est-ce que je suis né un peuple à part en France? Donc, c'était vraiment une période de questionnement. J'avais 9-10 ans. Mais c'était vraiment une période de... En fait, l'école, ça sert à quoi? Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on nous aime bien? Etc. Et donc, ma mère, elle décide de déménager juste après. On part dans une ville plus, je dirais... comment je pourrais dire le terme? Plus privilégiée. Mais paradoxalement, là-bas, je fais pas des bonnes rencontres. Donc, du coup, pareil, au début, en 6e, parfois, je séchais les cours, je bavardais beaucoup. Donc, je trouvais pas encore ma place dans le système. Et dans les questions que tu te posais, est-ce que tu as trouvé ou tu as pu apercevoir une partie de réponse à ce moment-là? Moi, à l'époque, c'était l'histoire. Hein. Moi, j'étais à fond dans l'histoire. C'est-à-dire, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur l'histoire de l'Afrique, sur la colonisation. Parce que, en fait, la manière dont l'histoire était enseignée en primaire, en 6e, c'était un peu, en gros, vous êtes venus en France, vous êtes un peu inférieur, quoi. C'est-à-dire, vous êtes c'est Kirikou, les Africains. Nous, on n'a rien fait. Et moi, j'avais ce besoin de me dire, moi aussi, je compte aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste les Gaulois ou la Renaissance, les Européens ont fait des belles choses, mais aussi en Afrique, il y a eu l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, l'Empire de Shaka Zulu, etc. Donc, ça m'a permis de me dire, nous aussi, on a une histoire. Et être noir, c'est pas juste être... soit on avait été esclave, soit après, on a immigré dans les pays européens. Donc, c'est dans l'histoire où j'ai trouvé des arguments pour valoriser mon histoire et mon identité, quoi. Je dirais, c'est un peu dans l'histoire que j'ai trouvé ça. Très tôt, en plus. À la fin, j'étais en décalage avec moi, j'étais vraiment à fond. Hein. Franchement, de la CM1 jusqu'à la fin du lycée, j'étais à fond dans l'histoire. Moi, je pensais que j'allais faire l'histoire. Hein. Ouais, c'est juste peut-être qu'il n'y avait pas les débouchés, mais en vrai, moi, j'étais à fond dans l'histoire. J'aimais trop l'histoire. Ouais, c'est fou. Et quand tu arrives dans ce nouvel environnement qui est normalement, ou du moins visuellement plus privilégié, et finalement, tu te confrontes à une certaine réalité qui n'était pas celle que tu pensais. Comment ça se passe à ce moment-là pour toi? En fait, ça se passe encore pire parce qu'en fait, pour contextualiser, donc moi, j'arrive dans mon collège en venant de Villers-le-Bel, et du coup, Villers-le-Bel, c'est une réputation. Et quand je disais je viens de Villers-le-Bel, je disais, tu viens de Villers-le-Bel, il y a eu les émeutes, ça, c'est la vraie cité, etc. Donc, du coup, pour m'intégrer, avoir des amis, du coup, je cherche pas à contredire cette image en me disant, ok, je viens de Villers-le-Bel, donc je m'associe aux gens, entre guillemets, qui veulent faire les Kaira, quoi. Exactement, tu vois. Alors, pas du tout, tu vois. Donc, en 6e, moi, c'est-à-dire je traîne comme je dis, avec des personnes qui ont été virées en plus après en 6e. Donc, c'est-à-dire que c'était pas la meilleure fréquentation. Mais pareil, je suis pas accepté totalement par eux, tu vois. Parce qu'ils m'appelaient Bunchi, tu vois. Ils disaient, t'as des bonnes notes. Parce que moi, j'aimais l'histoire et la géo. Donc, du coup, mes professeurs, ils m'avaient inscrit à des concours et j'ai gagné des concours départementaux. J'aimais bien participer. Donc, ils me disaient, pourquoi tu parles comme ça? Tu parles comme un blanc, etc. Donc, même avec eux, je n'étais pas totalement accepté. Donc, c'est vrai que j'étais encore en train de trouver mes marques. Est-ce que j'accepte que j'aime certaines choses de l'école ou est-ce que je gomme tout ça pour être totalement accepté par, soi-disant, mes amis, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Et comment tu te sens à ce moment-là? Quand tu vois que, à la maison, on te dit que l'éducation, c'est ça qui va te permettre de trouver une place socialement. Et que quand tu essayes de trouver cette place socialement, tu arrives justement dans la société, cette place-là, elle n'est pas vraiment là. Ou même parfois, c'est d'autres personnes qui auraient pu se dire aussi, nous aussi, il faut qu'on trouve une place socialement. Qui te juge de cette manière-là. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? En vrai, c'est plus de la confrontation. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle m'avait dit, comme beaucoup de gens, si tu continues comme ça, tu vas aller au bled. C'est-à-dire que je suis allé au Sénégal, etc. Et après, j'ai vu que c'était important pour elle. Donc, je me suis dit, à partir de la 5e, je n'ai pas cherché à avoir des bonnes notes, mais je vais faire moins de bêtises, je ne vais pas sécher les cours, donc j'ai essayé d'être plus calme. Et après, le déclic qui se fait bien plus tard, c'est en 4e. D'accord. Donc, j'étais toujours entre mes potes qui font n'importe quoi et d'autres potes qui sont plus calmes. Et il y avait une professeure d'anglais que j'aimais pas trop et qui nous disait, vous, l'année prochaine, de toute façon, c'est la fin. Vous allez finir en classe professionnelle. Le brevet, c'est en option, vous n'allez pas l'avoir. Et donc ça m'a touché. Je me suis dit,
comment elle peut dire que notre destin il est déjà tracé. Et je me suis dit, il faut que je lui montre que c'est pas elle qui va décider de mon destin. Et donc là, ça a été le changement total. C'est-à-dire, je reviens en 3e, premier de ma classe. Je suis passé de l'élève 12-13 qui faisait le minimum à quelqu'un qui cherchait à avoir les meilleures notes, quoi. Ça a vraiment été le déclic, c'est ce côté. J'ai compris que les notes, c'est ce qui va me permettre d'être libre dans le système scolaire français. Donc ça a été un déclic pour moi. Comme quoi, les toutes petites phrases, ça... parfois, cette prof-là, ça se trouve, elle s'en souvient même pas. Ouais, c'est sûr qu'elle s'en souvient pas. Et pourtant, ces petites phrases-là, elles peuvent marquer quelqu'un parce que tu sais jamais ce que la personne a en tête en face de toi et ce que tu vas dire peut avoir une résonance et un impact très fort. Que ce soit négatif ou positif. Exactement. Totalement. Exactement. Ouais, heureusement, ça a été positif. Heureusement, effectivement. Mais c'est bien parce que c'est quelque chose, en tout cas, qui t'a forgé à ce niveau-là. Est-ce que tu t'es découvert une mentalité dont tu ignorais l'existence avant, ou alors c'est simplement quelque chose que tu t'es dit, c'est une mentalité que tu avais, mais il fallait justement ce petit truc en plus pour que tu puisses y mettre les pieds pleinement. Je dirais que c'est plus, ça a confirmé ce que ma mère elle me disait. Tu vois, ma mère elle me disait toujours, t'es très fort, etc., mais tu fais rien. Et donc le fait de commencer juste à écouter en cours, à avoir des bonnes notes, j'ai pris confiance en mes qualités. Ça veut dire, ma mère, elle me disait, tu peux être le meilleur, etc. Je suis juste écouté en cours. Donc, le fait, c'est un peu les... comment on appelle ça déjà? C'est le sentiment d'auto-efficacité, tu vois. C'est-à-dire le fait de voir que, finalement, je crois que je suis bon et effectivement, par mes actions, je suis bon. Ça renforce mon sentiment d'efficacité. Et donc, je prends confiance en moi. Tu vois. Donc, je pense vraiment, quand j'ai vu qu'en écoutant en cours, en étant devant, en participant, j'avais des meilleures notes, j'ai cru aux paroles de ma mère en disant je peux être un bon élève. Et après, j'avais pas ce côté compétiteur, j'avais plus ce côté admiration. C'est-à-dire c'était plus, et je l'ai toujours, c'est quelqu'un qui est meilleur que moi. Je vais pas l'envier, je vais plus lui demander comment il fait. Et donc c'était vraiment ça, c'est-à-dire toi t'es meilleur que moi en anglais, comment tu fais? T'es meilleur que moi en maths, comment tu fais? Donc c'était vraiment, j'avais ce côté, j'apprenais des meilleurs pour devenir ma meilleure version. Tu vois. Et ça c'est quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, quand tu te découvres, finalement, là, tu rentres dans ce processus où ta mentalité a évolué, ta manière d'être a évolué. Qu'est-ce que ça change autour de toi? Ça change tout. Hein. J'ai plus les mêmes amis, c'est triste. Hein. Mais après, c'est mes amis jusqu'à maintenant. Ça fait les amis que j'ai eus en 4e, 3e. C'est encore mes amis aujourd'hui. Mais l'entourage, il change. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un entourage en 3e où... tout le monde cherche à avoir des bonnes notes. L'école, ça fait partie de notre identité et on se projette dans l'école, là où avant mon entourage se construisait en opposition avec l'école. Donc déjà, ça change ce côté-là où être bon à l'école, c'est pas quelque chose de négatif, mais quelque chose de valorisant. Avant, si tu étais bon à l'école, tu fais l'intello, voilà. Alors qu'à l'inverse, quand tu as une bonne note, on dit « t'es trop fort » ou tout le monde est fan de toi. Tu vois. Donc c'était vraiment différent. Et je dirais, t'as pas le même entourage, on fait pas les mêmes activités. C'est-à-dire, on va beaucoup plus faire des jeux de culture générale, des jeux vidéo ou autres. On va débattre aussi, là où avant, on allait débattre, mais plus en se moquant. C'est-à-dire, je ne sais même pas le terme qu'on peut dire, mais le terme taillé, je sais pas si... c'était on va très sarcastique. C'était ça, tu vois. Alors que là, on va plus débattre du style, c'est qui le meilleur personnage dans un manga? Mais tu vois, on va chercher des arguments, on va réfléchir. Donc, c'est vraiment totalement différent. C'est pas les mêmes activités, quoi. Et aujourd'hui, quand tu revois justement cette période-là où ta mentalité a changé ou a évolué, est-ce qu'il y a au fondement, quelque part, un événement au-delà de ces paroles, quelque chose justement qui t'a aidé aussi à sauter le pas et à dire que, effectivement, peu importe ce que les gens vont penser de moi aujourd'hui, parce que, pour avoir cette place socialement, il va falloir que je me conduise de telle manière, mais me conduire de telle manière, ça fait que je vais perdre des amis, je vais aussi peut-être me mettre à d'autres personnes qui vont dire « toi, tu fais le mec parfait » ou alors le mec qui est très bon à l'école, etc. Et par conséquent, peut-être que tu tournes le dos à certaines relations. Comment tu vis tout ça, tous ces changements et tout l'impact que ça peut générer derrière? Moi, franchement, je pense que je le vis plutôt bien parce que du coup, ce changement-là, il est arrivé en 3e. Et quand on est arrivé au lycée, en fait, quasiment tous les cours, j'appréciais ça. En fait, je trouvais que le collège était beaucoup trop scolaire.
Là-haut, au lycée, ça commençait à être un peu plus complexe. Et moi, j'aimais bien la complexité, le côté où il fallait pas juste connaître son cours, mais il fallait réfléchir, etc. Donc, je dirais que j'ai pas eu trop de difficultés sur ce côté-là. Après, je dirais la difficulté plus que j'ai eu au lycée, c'est le côté se projeter au-delà du baccalauréat. C'est-à-dire que pour moi, c'était l'inconnu, parce que ma mère, elle me disait toujours, il faut avoir le bac. Mais une fois que tu as le bac, tu fais quoi ? Et donc là, il y avait un peu l'inconnu de, il faut être un bon élève. Mais être un bon élève, c'est pas suffisant parce que si tu te contentes juste d'être un bon élève, tu risques de pas faire le bon choix après le baccalauréat. Donc, il y avait ce questionnement de qu'est-ce que je fais après le baccalauréat et pourquoi je vais le faire. Donc ça, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait justement, je parlais de déclic, j'avais un professeur d'économie, M. Cherfi, qui me disait en fin de seconde, vous avez des très bonnes notes, mais vous voulez faire quoi ? Bah moi je savais pas, j'ai dit avoir le bac. Moi, c'est déjà pas mal, non? Moi j'avais pas d'horizon et c'est lui qui m'a parlé de Henri IV, de Sciences Po, de l'ENS. Moi je savais pas qu'est-ce que c'était. Et du coup j'ai dit ouais, une grande école. Mais pour moi c'était en fait je j'avais pas conscience de qu'est-ce que c'était ces écoles-là. Je disais juste c'était des écoles quoi. Mais moi mon rêve c'était vraiment avoir le bac. Et si j'allais à la fac, bah, c'est déjà énorme. Mais c'était vraiment juste avoir le bac, après on verra. Donc j'avais ce problème de projection, je dirais. Et à ce moment-là, est-ce que ta mère, en l'occurrence, là, elle avait cette vision-là, OK, une fois que mon fils il a le bac, vers où je le pousse à aller? Ou est-ce que, justement, elle avait quelque chose en tête où elle disait... où elle n'avait pas du tout cette chose en tête? Non, là, pour le coup, elle n'avait pas... parce qu'elle ne connaissait pas le système scolaire, en tout cas, elle connaissait plus le système scolaire, mais parce qu'elle a travaillé à la mission locale de Sarcelles, donc c'est plus, ça va aider les gens qui vont vouloir faire des études courtes. Donc elle ne pouvait pas forcément m'aider pour le côté faire des longues études. Donc tout ce qu'elle pouvait me dire, c'est de ne pas se mettre des barrières, d'avoir les meilleures notes possibles. Mais là, pour le coup, elle ne pouvait pas m'aider à me projeter. Donc c'est là où c'était difficile. Et ça a plus été finalement mon professeur d'économie qui m'a poussé, qui m'a dit de faire Henri IV, de faire Sciences Po ou autre. Donc, on va dire, voilà, au début, je suivais l'ambition de ma mère et après, j'ai suivi l'ambition de mes professeurs, quoi. Résumé. Et une fois que tu suis cette ambition-là, qu'on t'insuffle, qu'est-ce qui se passe après pour toi? Au début, j'ai pas réussi à suivre leurs ambitions parce que je me rappelle en terminale, je candidate à Sciences Po, mais je finalise pas la candidature. Parce que je me dis, qui suis-je pour tenter Sciences Po? Quand j'ai compris c'était quoi, quand j'ai vu qu'il y avait des présidents qui étaient passés par là, du coup, j'ai pas finalisé ma candidature. T'es un futur président, Pierre. Ah non. Du coup, j'ai pas candidaté. Et Henri IV, pareil, j'ai pas finalisé ma candidature. Et heureusement, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils ont eu une partie de ma candidature, parce qu'il y avait une qui était automatique sur Parcoursup, mais ils n'ont pas eu le reste. C'est ça qui m'a sauvé. Et qui a fait que j'ai intégré Henri IV. Mais du coup, au début, je me suis censuré. Pour faire simple, je me suis dit, non, là, c'est pas pour moi. Ouais, pourtant, j'ai des bonnes notes, mais je me disais, il fallait avoir 20 limite de moi. Et je dis, non, mais... En fait, je me disais, c'était prétentieux de ma part de pouvoir penser que je pouvais évoluer dans ces écoles-là, quoi. Donc, finalement, non, j'ai pas... Et qu'est-ce qui te fait changer d'image par rapport à ce que tu pouvais faire, même si... Avant, tu pouvais avoir des barrières, comme là, en l'occurrence, tu avais cette barrière-là de c'est fait pour les autres, pas forcément pour moi. Qu'est-ce qui te fait passer en dehors de cette barrière-là, outre cette barrière-là? Ça a pris du temps, hein, parce que comme je te disais, Henri IV, j'ai été pris parce que c'est eux qui m'ont envoyé un mail pour finaliser la candidature. Donc, j'allais pas leur dire non. Je dis, bon, je finalise. Après, j'ai été pris. Mais même quand j'ai été pris, je dis, vraiment, j'avais pas dormi pendant 2 jours, hein, parce que c'était juste avant le baccalauréat, je dormais pas. Je dis, c'est chaud. Mais une fois que je suis arrivé là-bas, au début, je me disais que j'allais pas être à la hauteur, donc je mettais une grosse pression. Mais ensuite, quand j'ai commencé les premiers cours, qu'il y a eu les premiers contrôles, je me dis en fait, je suis à ma place. J'ai vu que finalement, on allait idéaliser les gens, mais qu'on avait les mêmes capacités qu'eux. Donc c'est ça qui m'a cassé la barrière en me disant, en fait, c'est des êtres humains comme nous. Et que si on a les bonnes méthodes d'apprentissage, on sait s'organiser, en tout cas, c'est possible d'arriver au même résultat. Et quand tu réalises ça, quand tu prends conscience de ça, est-ce que ça change quelque chose dans ta manière d'être, dans tes interactions avec les autres, peut-être aussi, et ton état d'esprit?
Oui, parce que du coup, en première année d'Henri IV, ce que je fais, c'est que j'ai contacté les meilleurs élèves de ma classe dans chaque matière, bon, pas tous, mais plusieurs, et je fais un entretien avec eux pour dire comment tu révises, comment je t'organise, parce que j'ai compris que la réussite, c'est un peu une méthode. Donc, j'essaie d'apprendre la méthode de ceux qui réussissent. Je ne me disais pas juste, il est intelligent, ça, c'est fini. Je me disais non, s'il a une bonne note, forcément, il a des méthodes que je peux apprendre. Donc, t'es bon en maths, comment tu apprends les maths? T'es forte en français, comment tu fais? Et ça m'a permis de progresser. Donc, c'était vraiment la mentalité de toute chose, c'est comme une langue. Au début, tu vas apprendre l'anglais, tu comprends rien. Mais une fois que tu comprends les règles grammaticales, les codes, comment on construit les phrases, bah, tu comprends. Donc, je me dis, bah, t'es mauvais en maths, essaie de comprendre la logique, la méthode, et tu vas pouvoir progresser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, ce qui a changé chez moi, c'est j'avais plus peur d'oser. C'est-à-dire, j'avais pas peur de dire que je voulais faire telle grande école américaine, parce que j'étais dans un environnement où les gens disaient ouvertement, je vais être prix Nobel, je vais être président, je vais gagner 10 000 euros. Donc forcément, toi-même, tu te dis, bah, moi aussi, je peux oser. Ouais. Donc là, j'ai plus trop ces freins d'oser viser les meilleures choses, quoi. Tu parles de réussite. C'est quoi, toi, la définition que tu donnes à la réussite? Bah, pour moi, la réussite, c'est de réussir à gagner sa vie tout en étant, je dirais, aligné avec son activité. C'est-à-dire, en tout cas, pour moi, quelqu'un qui réussit sa vie, c'est quelqu'un qui a réussi, en fait, à, on va dire, 80% de son temps, il va faire des choses qui sont alignées avec ses valeurs, ses passions et ses principes. Là où, quand on peut avoir beaucoup d'argent, par exemple, si je sais pas, j'ai 10 000 euros par mois, mais je fais un taf que j'aime pas. Pour moi, j'ai pas réussi. C'est-à-dire, j'ai réussi financièrement, mais j'ai pas réussi ma vie parce que finalement, j'ai dû donner mon temps pour des activités qui me plaisent pas ou qui ne sont pas alignées avec mes valeurs et mes principes. Donc pour moi, si je pense avoir réussi, c'est que l'activité que je vais effectuer me permet de me nourrir, d'avoir de l'impact et d'être aligné avec la personne que je suis. Tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment très rare et c'est pour ça que c'est de la réussite, en tout cas pour moi. Et cette quête à la réussite, c'est une quête, justement. Ma question, c'est est-ce que c'est une quête à quelque chose ou est-ce que c'est une fuite pour quelque chose? Je dirais au début, c'est plus une fuite parce que quand tu viens d'un milieu modeste, tu te dis, bah, tu pars tes études, tu aspires à fuir ta condition de base, c'est-à-dire en disant, bah, j'aimerais plus tard être dans un environnement où bah, je pars pas avec 10 étages de retard, où je peux, si je veux voyager, je peux voyager, si je veux manger, je peux manger. Donc je pense déjà dans le premier temps, tu veux réussir déjà à fuir ta condition sociale. Après, oui, encore, c'est pas encore mon cas, hein. mais je dirais après, une fois que, entre guillemets, t'as réussi à fuir, bah là, le deuxième step, c'est comment je peux finalement suivre ma quête. C'est-à-dire là, c'est plus un peu du luxe. C'est-à-dire maintenant, j'ai assuré l'essentiel et maintenant, je peux me permettre de viser la réussite ultime, c'est-à-dire l'alignement entre mon activité et mes valeurs et mes principes. Là où c'est pas garanti pour tout le monde. Souvent, on va se dire, les études, c'est déjà pour assurer une réussite financière qui va aider mes parents et moi-même. Et quand tu dis que tu n'y es pas encore, parce qu'il y a ces différents steps et que tu as certains steps, quels sont les steps pour toi que tu penses avoir validés et qui te permettent de dire, OK, ça, pour moi, c'est déjà un accomplissement et je peux passer à la prochaine étape? Là, je dirais, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je dirais que moi, le step où je suis, c'est d'avoir une indépendance financière qui me permet de dire je peux choisir l'activité ou le projet que je souhaite. Donc, c'est vraiment ça mon focus pour les 2 prochaines années. C'est de créer un écosystème où je peux avoir de l'impact à travers les réseaux sociaux, à travers l'écriture ou autre. Et j'arrive à générer de la valeur qui me permette de ne pas être vulnérable. Parce que je pense... si financièrement, tu es vulnérable, ça va être plus compliqué de pouvoir construire des choses de long terme, notamment en termes d'impact. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, le step qui m'intéresse. Après, là où j'en suis, c'est que j'ai réussi à trouver un peu, je dirais, ma voie. Moi, c'est vraiment l'éducation, je pense, la transmission et l'éducation, tout ce qui est vulgarisation. C'est-à-dire, je suis vraiment plus dans ce côté, comment je peux vulgariser des concepts pour aider les gens à résoudre des problématiques dans l'éducation, ou même sur les sujets de la vie de tous les jours, c'est-à-dire je sais qu'est-ce que je dois faire, mais j'arrive pas à le faire parce que j'ai des freins qui vont m'empêcher à le faire, la procrastination, le manque de discipline. Et ces problèmes-là que tu abordes et que tu veux
auxquelles tu vas apporter des solutions aux personnes ou du moins des propositions de direction. Ouais. Est-ce que ce sont des problèmes que tu as rencontrés au préalable ? Ce sont des problèmes auxquels tu as été confronté et sur lesquels tu as trouvé des solutions auprès de la cognition, de l'éducation autodidactique que tu as pu créer, Un peu des deux, c'est-à-dire dans un premier temps, je dirais, il y a deux choses. Il y a les problématiques effectivement que moi je rencontrais, comme l'autocensure. Je pense que l'autocensure, je l'ai bien connue et je voyais que c'était quelque chose qui était courant. Notamment quand j'étais parti à Princeton, c'était chez les femmes dans les sciences, souvent. Elles allaient le plus se censurer pour faire appel à des bourses ou des concours de thèse ou autres. Donc, c'est vraiment des sujets que ça, j'ai bien étudié. Après, avec tout ce qui est procrastination, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Donc ça, je pense que je suis un expert dessus. Et après, c'est plus sur le terrain. C'est plus, les gens, ils vont dire, oui, j'arrive à apprendre, mais par exemple, je sais pas, quand le professeur, quand je sens que le professeur ne m'apprécie pas, inconsciemment, j'ai créé une barrière sur cette matière-là. Donc, le côté relation émotionnelle à la matière à travers le professeur. Donc, ça, c'est des problématiques que je n'ai pas forcément connues et que je découvre. Ou du style, j'ai du mal à me concentrer devant l'écran. Bah, ça, c'est une problématique que j'ai vue durant le Covid. Donc, c'est vraiment les deux. C'est mon expérience personnelle qui me fait que j'ai eu des obstacles et j'ai cherché des solutions pour les surmonter. Et après, ma confrontation au terrain où finalement, des gens vont me dire bah, j'aimerais bien avoir une solution ou une proposition de solution sur telle problématique. Et quand tu avances justement dans cette évolution, dans cette prise de conscience, quand tu rencontres les neurosciences de manière générale, très générale, quel impact ça a dans ta vie, toi, personnellement ? Beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, comme je te disais, je m'intéressais beaucoup à l'égalité des chances, mais je trouvais qu'on n'avait pas d'outils concrets. Parce que, tu vois, souvent, j'allais dans des lycées, des collèges sur l'égalité des chances en disant « oui, j'ai fait tel parcours, travaillé dur, etc. » Mais finalement, je leur apportais pas d'outils, à part leur donner de la motivation. Mais la motivation, ça dure 1 semaine, 2 semaines. Puis après, elle disparaît. Et surtout, même si tu es motivé, les inégalités sont tellement grandes que ça ne suffit pas d'être juste motivé. Il faut des outils concrets, comment on apprend, comment on finance ses études. Donc, quand j'ai découvert les sciences cognitives, ça a été une révolution dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, en fait, la courbe de l'oubli, tu vois, des trucs tout bêtes. Pourquoi on oublie ses cours, pourquoi on a une mémoire sélective, c'est quoi la concentration, en fait, tout ce qui va être autour de l'attention. Donc, pour moi, ça a été une révolution. Je me suis dit, mais en fait, c'est tellement sous-coté, c'est-à-dire on n'en parle pas assez. Et ça me choquait que l'éducation nationale, limite, ça devait être un cours obligatoire. Pour moi, un cours apprendre à apprendre. Parce que tout le temps, tes parents te disent travail dur. Les professeurs vous disent réviser, mais personne nous a appris à réviser, personne nous a appris à apprendre, à nous concentrer, comme si ça devait tomber du ciel, tu vois. Donc moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais en fait, c'est hyper puissant, tu vois. Et comme tu le disais, moi, c'est vraiment une formation généraliste, parce que nous, on avait plusieurs filières. Il y avait les neurosciences dures, il y avait, tu vois, la philosophie de l'esprit, et moi, c'était plus ingénierie cognitive. C'est-à-dire, on avait plein de problématiques dans l'éducation, l'environnement, et on devait trouver des outils concrets, directs, pour répondre à ces problématiques-là, tu vois. Et donc, c'était hyper intéressant de se dire, bah, il y a des chercheurs qui vont être en recherche fondamentale, qui vont créer des outils, qui vont tester des choses. Et nous, on va être à l'intersection de comment ces outils-là, on peut les utiliser pour répondre à des problématiques de la vie de tous les jours. Tu vois. Donc, moi, ça a été une révolution. Je me suis dit, en fait, c'est ça, l'outil manquant, en tout cas, en grande partie sur l'égalité des chances. Parce que j'ai fait beaucoup de services civiques et, tu vois, c'est bien d'aider les gens à travailler en mathématiques, à faire des CV, mais ils ne seront jamais autonomes tant qu'ils ne vont pas savoir comment apprendre une nouvelle chose, une nouvelle compétence, faire face à l'autocensure, comment être concentré. Tu vois. Et quels sont les freins, selon toi, que tu as pu rencontrer aujourd'hui, que tu as pu abattre aussi, mais certains de ces freins qui perdurent encore? Les freins, je dirais l'autocensure toujours, hein, ça c'est à la vie. Hein. L'autocensure toujours. Tu vois, même toi, tu es entrepreneur, bah, pour donner un prix, tu vas te censurer, tu vas dire qui suis-je pour mettre tel prix pour un accompagnement ou pour une prestation. Ou même la peur du regard des autres, tu vas te dire imagine j'échoue quand je lance mon projet, je fais pas beaucoup de vues, tu vois, c'est plein de freins qu'on se crée. Après, je dirais la concentration avec les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses que c'est dur de rester focus. Je dirais aussi l'éparpillement. Il y a tellement d'opportunités, il y a l'IA, tout le temps il y a une évolution, donc c'est dur de se dire je fais un choix et j'accepte d'être patient
dans cette voie-là parce qu'en fait, tous les jours, il y a une opportunité. Tous les jours, il y a une révolution. Je dirais aussi la procrastination toujours. Hein. Enfin, je pense que c'est à vie, on aura ça. Ouais. Et en dernier, je dirais l'éducation financière. Je pense que ça, c'est important aussi. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Et sur les réseaux, tu parles. Là, on a aussi parlé de pas mal d'ambition, de motivation aussi. Mais sur les réseaux, tu parles aussi d'un autre mot qui est la discipline. La discipline, ouais. C'est quoi la différence que tu fais entre ces trois mots-là? La motivation, l'ambition et la discipline. Ouais. Moi, je dirais que l'ambition, c'est un peu la destination finale, c'est-à-dire où je souhaite aller. Cette ambition, elle va générer une énergie, une envie, qui est la motivation. Mais malheureusement, cette motivation, c'est comme la météo. Il y a des jours, elle est là. Il y a des jours, elle n'est pas là. La discipline, c'est le cadre qui va te permettre, le système qui va te permettre d'arriver à destination sans dépendre de la motivation. Si la motivation elle est là, tant mieux. Mais si elle n'est pas là, je vais continuer à faire les actions nécessaires pour arriver à mon ambition qui est ma destination finale. Donc pour moi, les trois sont indispensables parce qu'une discipline sans ambition, sans motivation, elle n'a pas de sens. Mais une ambition sans discipline, pour moi, elle est vouée à l'échec. Donc c'est vraiment ce triptyque-là qui permet finalement d'arriver au bout. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'à un moment donné, comme tu as dit, la motivation, c'est comme la météo, elle n'est pas là. Ouais. Mais tu vas t'obliger à faire la chose que tu dois faire par discipline, mais où tu places justement les émotions que tu vas pouvoir ressentir. Tu vois, dans ton cas, par exemple, tu fais pas mal de choses, tu vois, même en termes de sport, etc. À quel moment tu te dis, OK, les émotions que tu ressens, tu les mets de côté et tu vas faire ton truc? Bah, je dirais c'est quand c'est de faire un bilan chaque jour, de se dire, je sais pas, je me sentais comment aujourd'hui et s'interroger dessus. Pour moi, les émotions, c'est un peu un message que notre corps ou notre esprit veut nous envoyer. Donc, on va dire, je vais faire ce que j'ai à faire. Et après, si je vois que cette émotion, elle est persistante sur 2-3 jours, bah, l'interroger. Peut-être que finalement, il y a une peur qui se cache, que je dois absolument travailler pour pouvoir continuer mon chemin. Ou peut-être finalement, je me rends compte que c'est plus la bonne voie, que j'avais choisi cette ambition pour les mauvaises raisons, pour le regard des autres, parce que les professeurs disaient que c'était ce qu'il fallait faire. Donc je pense voilà, faut trouver un équilibre entre parfois prendre le temps de s'arrêter pour s'interroger sur les émotions qu'on ressent, comme un message. Et parfois, il faut se dire, bah, je me laisse 2-3 jours pour voir si c'est juste passager ou si vraiment c'est persistant. Donc c'est vraiment un message qu'on cherche à me faire passer. Et où sont tes ambitions par rapport aux autres? Je veux dire, la construction de tes ambitions. Au départ, on en a parlé. C'est les gens qui t'ont insufflé cette ambition-là, d'aller jusqu'au bac, puis ensuite d'aller faire du post-bac. Aujourd'hui, ton ambition, elle vient d'où? Bah, je dirais que les deux, il y a toujours l'ambition qui vient des autres, c'est-à-dire aider ma famille financièrement ou autre. Après, il y a mon ambition propre avec la boxe. C'est-à-dire là, la boxe, personne m'a envoyé la boxe, tu vois. Donc là, c'est plus ce côté... moi, j'ai toujours aimé le sport et j'ai pas pu faire beaucoup de sport avec les études. Et là, la boxe, c'est un peu le côté de ne pas avoir de regrets dans le domaine sportif en me disant, là, j'ai encore l'âge de pouvoir vivre des expériences sportives. Donc, il y a ça. Après, les réseaux sociaux, c'est un peu des deux. C'est-à-dire, moi, j'aime la complexité. Et donc, en fait, le fait de vouloir vulgariser et impacter, ça me permet d'évoluer dans ce côté. J'apprends quelque chose de complexe et je vois comment je peux le vulgariser. Donc, ça me permet, moi, déjà intellectuellement de m'épanouir tout en ayant un impact sur des sujets qui m'intéressent. Et après, je dirais que l'autre ambition que j'ai, c'est vraiment la liberté. Hein. Donc, vraiment, moi, j'aime vraiment avoir cette liberté de dire je peux changer de métier, je peux changer d'activité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Et en prenant cette voie-là, en termes d'ambition, quelle est la peur que tu peux éprouver face à l'ambition que toi, tu as, face à l'ambition que les gens autour de toi ont pour toi? Je dirais que l'ambition des autres, maintenant, c'est plus trop un frein. Avant, c'est vrai que maintenant, je m'en fous un peu parce que la plus grosse peur que j'ai, moi, c'est les regrets maintenant. Genre, moi, j'ai vraiment le regret de me dire je suis pas allé jusqu'à mon potentiel, tu vois. Donc, j'ai plus trop la pression de l'ambition des gens parce que déjà, moi, dans mon entourage, on me met pas vraiment de pression
Ouais. Ma mère, elle m'a jamais dit tu dois faire tel métier ou autre. Et après, les réseaux sociaux, je suis très détaché. Hein. C'est-à-dire, moi, je m'en fous. Les commentaires négatifs ou positifs, ça me touche pas vraiment. Donc, je dirais, moi, la plus grosse peur que j'ai, c'est le regret. Moi, c'est vraiment ce qui me motive chaque matin, c'est de me dire, tu passes à côté de quelque chose. En fait, j'ai pas envie de vivre avec des si. J'ai vraiment de me dire, j'ai échoué, mais au moins, j'ai essayé, tu vois. Mais j'ai pas envie de me dire, peu importe le domaine, la boxe, l'entrepreneuriat ou autre, me dire, je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur du regard des autres. Je l'ai pas fait par paresse. Donc ça, c'est vraiment ma phobie, tu vois. C'est vraiment... le regret, c'est ma plus grande peur. Ouais. Vraiment, ma plus grande peur. Ouais. Ce serait quoi le pire regret que tu puisses avoir, selon toi? Le pire regret ah, ça, c'est dur, ça. Le pire regret, actuellement... Ouais, ça aurait été d'arrêter l'entrepreneuriat pour le confort. Hein. Ouais. Actuellement, à mon âge actuel, je dirais. Parce que je pense que c'est très tentant, tu vois. Parce qu'en vrai, tu vois, souvent sur les réseaux, on dit l'entrepreneuriat, c'est simple, c'est la meilleure voie. Mais dans mon cas, ça aurait été beaucoup plus simple de me dire je bosse dans une grosse boîte, je fais du consulting, je suis tranquille, tu vois. Mais je sais que j'aurais le regret de me dire et si tu avais osé lancer ton podcast, lancer tes coachings ou autre, tu vois. Alors que si j'échoue, je me dis, bah, j'ai encore, bon, si je vis longtemps, en tout cas, j'ai encore des années pour travailler, tu vois. Là où je pense que une fois que tu as goûté au confort du monde professionnel, que tu as commencé à t'établir, c'est très difficile de vivre dans l'incertitude, voire parfois la précarité qui peut exister dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et dans ce parcours-là que tu as pris, même parmi tout ce que tu fais, que ce soit en termes de sport, en termes professionnels et même en termes de loisirs. Je ne sais pas si ton podcast, tu le fais en mode loisir. On mettra ça dans les loisirs. Mais dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui ressort finalement de tout ce que tu fais et le point commun de tout ce que tu fais? Je dirais que le point commun de tout ce que je fais, c'est vraiment le côté affronter ses peurs et repousser ses limites. Parce que tu vois, la boxe, pour moi, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire, t'as peur, forcément, quand tu montes sur le ring. Mais justement, la boxe, ça t'apprend à agir avec la peur. C'est-à-dire que souvent, on se dit, je vais me lancer quand j'aurai plus peur. Mais en fait, tu te rends compte que la peur sera toujours là. Donc, soit tu apprends à agir avec elle, soit tu te laisses paralyser par elle. Donc, la boxe, ça m'a appris à agir avec la peur et à me dire que la peur, c'est juste un signal que ce que je vais faire, c'est important ou qu'il y a des dangers qui existent. Et donc, ça, je peux l'appliquer dans l'entrepreneuriat où tu vas avoir peur d'annoncer un prix, de négocier, mais tu vas le faire quand même en disant, bah, il faut que je le fasse. Il ne faut pas que je me laisse paralyser. Donc, je dirais vraiment le point commun de tout ce que je fais, c'est ne pas avoir peur, ou en tout cas, se dire que la peur, c'est limite un allié. Ça te permet d'être concentré ou d'en faire plus. Tu vois. Donc, les réseaux sociaux, tu as peut-être peur de flopper. Bah, c'est pas grave. Tu vas être encore plus exigeant avec toi-même, tu vas faire plus attention. Et voilà, vraiment, c'est le point commun. Et qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? La boxe, par exemple, ça m'apprend beaucoup de choses. Hein. Bah, je dirais ma capacité de calme. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui panique. C'était une qualité que j'avais, mais je me rends encore plus compte avec la boxe. C'est-à-dire, même si j'ai un peu de stress ou de pression, j'ai réussi à garder le calme et à performer. Et je dirais que ça a toujours été une force, mais que je n'avais pas forcément conscience. Je me disais juste, c'est dans les études, donc c'est pour ça que j'arrive à gérer. Mais même dans la boxe, j'arrive à gérer ça. Après, je dirais mon côté, l'importance de l'humilité et du travail. Que ce soit la boxe ou l'entrepreneuriat, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi. Donc, savoir apprendre des autres, savoir se remettre en question et travailler dur pour devenir vraiment compétent. Et je dirais aussi ma capacité d'apprentissage et à m'adapter à plein de domaines différents. Ouais. Ce côté caméléon, je le vois dans le sport, l'entrepreneuriat, la création de contenu et les études. Et quand tu regardes tout ce parcours, quel est le retour, toi, que tu peux avoir sur ton parcours, sur la trajectoire que tu as prise et la destination où tu es aujourd'hui? Ah, ça, c'est difficile. Mais c'est vrai que moi, je prends rarement le temps de regarder mon parcours. C'est plus les gens qui me disent « Ouais, t'as vu ton parcours et tout ». Moi, je dirais juste...
Ah, c'est difficile comme question. Je dirais que... On rentre dans le dur. Dans cette partie-là, on arrive dans les 20 dernières minutes, on rentre dans le dur. Je dirais... la première partie de question sur mon parcours. Ouais, plutôt content, je dirais. Parce que c'était pas forcément écrit que j'allais passer par ces endroits-là. Mais après, mon parcours aussi m'a permis de... Il n'a pas été simple, mais je pense qu'il était nécessaire. Parce que parfois, quand tu réussis sans obstacle, tu peux perdre en humilité ou tu peux être déconnecté de la réalité. Donc, j'aime bien ce côté, certes, ouais, quand tu es de l'extérieur, tu te dis, ouais, c'est ligne droite, etc., success story. Mais comme je sais qu'il y a eu des hauts et des bas, ça me permet de prendre conscience que la vie, elle n'est pas simple et qu'on aura toujours des difficultés, mais que ce n'est pas une raison pour perdre espoir, tu vois. Après, au niveau des ambitions, je dirais que ça se clarifie, parce que moi, j'avais plusieurs choses qui m'intéressent. Mais là, j'ai vraiment envie de me stabiliser sur le côté vulgarisation, tu vois. Vraiment vulgarisation. Et le côté impact. Je sais que moi, c'est important d'avoir l'impact. Parce que je pense que si j'ai pu être là, c'est ce que d'autres personnes m'ont aidé. Donc, ce sera un peu égoïste de me dire juste, je pense qu'à moi. Et, voilà. Et justement, tu l'as dit aussi là à l'instant, c'est que parfois, les gens peuvent avoir une image de toi. Toi, tu peux avoir une image de toi. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement la conciliation entre les deux qui te permet aussi de faire coïncider ce que les gens pensent de toi et toi, ce que tu es réellement. D'où vient, où est la cohésion entre les deux? Où est le croisement entre les deux selon toi? Je pense que c'est une très bonne question parce que quand tu crées du contenu, justement, là, je commence à réfléchir, mais tu dois te dire quelle image, finalement, je vais renvoyer de moi. Parce que l'image que tu vas renvoyer de toi, notamment sur les réseaux, c'est ça qui va attirer ou au contraire, ne pas attirer certaines personnes. Donc, je dirais que moi, dans mon cas, si je prends les réseaux, en tout cas, je ne cherche pas à montrer tout ce que je suis non plus. Parce que je pense que c'est important de se protéger un minimum. Parce que quand tu montres toutes tes failles et toutes tes qualités, tu peux justement plus en souffrir. Donc, je dirais, moi, sur les réseaux, je vais plus montrer ce qui peut aider les gens. C'est-à-dire, je ne vais pas montrer des choses si le but, c'est juste de se vanter, tu vois. Ou à l'inverse, je ne vais pas partager quelque chose qui peut, je sais pas, mettre en danger des gens de ta famille. Donc, je pense que c'est vraiment trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je vais montrer de mon histoire et de ma personnalité qui peut m'aider dans ma mission. Si ma mission, c'est d'aider les jeunes à être plus disciplinés, à mieux apprendre, j'ai partagé des réussites et des échecs qui vont leur permettre de tirer des leçons. Mais je sais pas, j'ai pas leur montré une voiture. J'en ai pas, j'ai même pas le permis. Si j'avais une grosse voiture, j'allais pas partir à Dubaï et dire regardez, je suis le plus riche, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Mais par contre, si j'arrive à dégoter un contrat où j'ai dû galérer, où j'ai appris à négocier, je vais le mettre en valeur avec l'objectif de leur donner des leçons qui peuvent les aider dans leur trajectoire. Après, le sens inverse que tu disais, c'est-à-dire comment les réseaux sociaux ne vont pas impacter la personne que tu penses être, je dirais que c'est plus travailler sur la clarté, l'introspection. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de travail d'introspection, qui me pose beaucoup de questions. Donc, pour l'instant, j'ai jamais été trop touché par les réseaux. C'est-à-dire, ça a tellement été important pour moi de savoir qui je suis et qu'est-ce que je veux que j'ai un bon socle. Et je pense que l'entourage... J'ai des gens qui ne sont pas sur les réseaux, qui vont te remettre à ta place s'il faut, qui vont te rappeler qui tu es. Donc, je pense que quand tu as un entourage qui te rappelle tes valeurs et qui tu es, et que toi-même, tu fais ce travail continu d'introspection pour savoir qui tu es et quelles sont tes valeurs, peu importe ce que les réseaux vont chercher à te plaquer sur toi, tu ne vas pas bouger. Et si le petit Pierre voyait l'adulte de 28 ans que tu es aujourd'hui, il penserait quoi de toi? Je pense qu'il serait content. Je pense qu'il serait content parce que je dirais déjà il a déjoué beaucoup de pronostics. Il est plutôt épanoui, je pense. Donc il a fait des voyages qu'il n'aurait pas imaginé faire. Donc je pense qu'il serait content et du coup il serait encore plus motivé et courageux, je dirais. Et qu'est-ce qu'il te dirait alors? Et il me dirait je pense de continuer et surtout de ne pas avoir peur d'échouer. Parce qu'on a vécu plus dur avant. Et toi?
qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit Pierre Qu'est-ce que aujourd'hui? je dirais? Je lui dirais fais-toi confiance et surtout ne cesse jamais de rêver parce que tes rêves connaissent le chemin. J'ai une autre question pour Ouais. toi, Pierre. Avec tout ce que tu fais, toutes les activités que tu fais, Ouais. toute l'introspection que tu as pu faire, les prises de conscience que tu as pu avoir, t'es qui? Qui suis-je? Bonne question. Bah, je dirais que je suis un homme qui s'accomplit à travers la complexité et qui, dans cette complexité, paradoxalement, trouve sa place par la vulgarisation de la complexité. Et je dirais que c'est aussi un homme qui est fier de ses origines africaines sans s'enfermer dans la peur de l'autre et la peur de découvrir de nouvelles cultures. Pour résumer, j'ai essayé de résumer. Voilà. Et si aujourd'hui, ce micro qu'il y a devant toi s'adressait à toute la planète et que tout le monde pouvait entendre tout ce qui va sortir de ta bouche aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Je dirais quelque chose de très simple. L'importance d'avoir son ambition propre. Parce que dans ce monde-là, aujourd'hui, si tu n'as pas ton ambition propre, tu risques d'être transporté par plein d'opportunités. Donc vraiment, ayez votre ambition. Et surtout, je dirais, n'ayez pas peur d'échouer parce que souvent, c'est derrière ces échecs-là qu'on trouve les plus grands trésors. Et justement, quel a été le plus grand échec, la plus grande épreuve à laquelle tu as dû faire face? J'en ai eu plusieurs, mais je dirais le plus dur, c'était en deuxième, troisième année dans ma filière Henri IV, du moins Henri IV PSL. J'avais été menacé d'expulsion de mon logement étudiant. Et donc, je n'étais plus trop concentré sur les cours. Parce que parfois, je ne pouvais pas me payer 2 repas. Donc, la nuit, je réfléchis à plein de trucs. Et donc, j'ai eu des moins bonnes notes en troisième année. Donc, je n'avais pas eu l'ENS en économie à l'époque. Mais ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée parce que déjà, j'ai vécu des épreuves incroyables où je me rappelais, pour rattraper mes notes, je n'avais pas dormi pendant 4 jours. Waouh. ça, j'ai plus jamais fait de nuit blanche depuis. Mais tu vois, ça a été dur, mais moi, je me suis dit, plus jamais je fais ça. Mais bon, après, ça m'a sauvé. Et surtout, c'est là où, finalement, quelques années plus tard, je suis allé aux États-Unis, que j'ai arrêté l'économie pour découvrir les sciences cognitives. Et que ça a confirmé la phrase de ma mère qui disait que derrière une porte, quand elle se ferme, une plus grande t'attend. Donc, ça a vraiment été hyper dur. Hein. Franchement, j'ai voulu arrêter mes études. Je me suis dit, mais même quand tu réussis scolairement, quand tu viens d'un milieu modeste, tu as des difficultés financières qui vont te freiner alors que les autres, ils n'ont rien à faire à part se concentrer sur leurs cours. Mais ça a été la meilleure chose parce que juste après, ça a changé ma vie. Vraiment, ce voyage aux États-Unis, ça a changé ma vie. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il ne fallait pas chercher à suivre les ambitions des autres, mais vraiment se dire quelle est mon ambition, qui je suis, qu'est-ce que humblement je peux apporter à la société et se concentrer dessus. Tu vois. Donc finalement, je pensais que c'était un échec, mais cet échec-là m'a permis de prendre conscience que cette ambition que j'avais de faire l'économie à l'ENS, c'était juste une ambition scolaire parce que je me disais, t'es à Henri IV, tu fais de l'économie, la voie royale, c'est faire l'ENS en économie pour faire un doctorat en économie, mais finalement, je serais passé à côté de la richesse des sciences cognitives, j'aurais peut-être pas été là. Donc, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, alors que c'est un échec. Et c'était quoi le fondement, justement, de ce voyage-là et le fondement de tout ce que ça t'a apporté? C'était une fuite, pour le coup, comme tu disais. C'est-à-dire, j'étais pris en Master 2 en économie à Dauphine, mais je voulais pas. Donc, j'ai dit, après, c'était une belle fuite. Je vais à Berkeley en échange. Mais, tu vois, la culture américaine, je valide pas tout ce qu'ils font. Mais en tout cas, dans ce contexte de la Silicon Valley, c'était vraiment intéressant parce que tu côtoyais des gens qui venaient de partout. Tu avais des gens qui avaient 40 ans qui reprenaient leurs études, tout comme tu avais des jeunes de 18-19 ans qui faisaient leurs études. Donc, ce côté où la réussite n'est pas linéaire et que c'est une perpétuelle quête de soi. Et surtout, il y avait ce côté où on avait des cours que j'avais jamais vus, genre leadership, où tu devais te poser des questions sur qui tu étais, c'est quoi leadership, quels sont tes super pouvoirs, quelles sont tes plus grandes peurs. Donc, pour la première fois, on t'enseigne l'introspection et le cours est centré sur toi et pas forcément sur des auteurs. Donc, ça m'a permis de me poser des questions, de me dire qui j'étais, quelles étaient mes forces, quels étaient mes points faibles.
et surtout de découvrir des entrepreneurs. Et quand je suis revenu en France, je suis venu avec un état d'esprit où j'avais plus peur d'échouer. J'avais plus peur de ne pas avoir une ligne droite parce que j'avais conscience que pour se chercher, se trouver, forcément, parfois, il fallait dévier du chemin, faire des allers-retours. Donc franchement, ça a été la meilleure expérience que j'ai pu vivre, en tout cas à ce moment-là. Ouais. Et ça a été quoi les super pouvoirs que tu as pu découvrir? Ah, les super pouvoirs Bah, en vrai, c'est ce que je fais maintenant. En tout cas, c'était avec les professeurs, on a travaillé ça, mais c'était ma capacité à faire des liens entre des mondes différents, voir le sens caché des choses, ma capacité à rendre le difficile simple, le complexe simple aussi, c'était vraiment ce côté-là. Et si je réfléchis, s'il y avait un autre truc, créer de nouveaux mondes, ouais, c'était ça. Parce qu'en gros, on devait trouver des leaders qui nous ressemblaient. Moi, c'était Walt Disney. Je voyais pas le rapport, tu vois. Mais après, quand le prof l'a expliqué, ouais, c'est vraiment ce côté de, tu vois, faire des liens. Parce que, tu vois, sur mon mémoire de recherche, j'avais fait des liens entre les sciences cognitives, les mangas et le foot. En fait, comment tu pouvais inciter les jeunes à être plus ambitieux à travers les mangas, à travers le sport, et aussi à travers les concepts de growth mindset, etc. Bref. Donc, j'aimais bien faire des liens entre des ponts, entre des mondes qui semblaient totalement différents, quoi. Aujourd'hui, vis-à-vis de ce parcours-là, comment tu te sens, toi? Bah, en vrai, j'arrive pas encore le recul, tu vois. Je dirais prometteur, mais je suis pas plus que ça, tu vois. Parce que, tu vois, pour moi, tu vois, même quand des fois je passe dans des médias et tout, souvent ils vont dire que c'est incroyable et tout. Mais pour moi, c'est pas incroyable. Comment je pourrais dire ça? En fait, le chemin, il est bien, tu vois. Mais c'est qu'est-ce que tu en fais? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait 0 études, mais qui vont avoir 15 000 fois plus d'impact dans un domaine qui m'intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'impact. Et si un jour, on oublie mon parcours, mais on retient mon impact, bah là, je serai plus heureux, tu vois. Voilà. Et tu y travailles. J'espère, on essaie. Et l'impact aujourd'hui, justement, que tu as autour de toi, les gens autour de toi que tu peux accompagner, les vidéos que tu fais ou les prises de parole que tu prends. L'impact, tu le vois déjà quand même sur certains points. Ouais, en fait, c'est bizarre, hein, mais des fois, je le vois pas. Et c'est des fois des gens qui m'envoient des messages. Genre là, récemment, il y avait un jeune qui me dit, il y a 1 an, il m'a dit, j'ai vu ton parcours, ça m'a donné envie de faire l'ENS. Et là, il y a 1 semaine, il m'a envoyé un message pour dire qu'il est admissible à l'ENS. Donc ça, c'est des petits messages comme ça. Où un jour, il y avait un jeune qui me disait « Ah, je t'avais croisé dans mon lycée et maintenant, je suis en droit à la Sorbonne. » Parce qu'en fait, souvent, quand tu fais des vidéos, des fois, je me dis « Mais ça sert à quoi mes vidéos ?» Plusieurs fois, je me dis « Mais je crois que je vais arrêter la création de contenu parce que tu vois pas l'impact. » Parce que ouais, tu vois des vues, des likes, mais c'est pas concret, c'est pas humain. Mais parfois, tu reçois des messages, pas beaucoup, hein, tu vois, 10 dizaines, et tu dis « Ah, en fait, s'il y a au moins 2 personnes qui, en écoutant cette vidéo, ça peut changer leur trajectoire ou les pousser à oser, bah c'est bien, tu vois. » Mais je sais pas les vues, parce que c'est vrai que les vues, c'est plus des vanity scores, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pour ton ego. Mais en réalité, je préfère faire moins de vues, mais me dire que ça va avoir un impact réel sur les gens, plutôt que je fais des vues, parce que ça fait rêver, mais ils vont dire que c'est pas pour moi ou c'est un chanceux, tu vois. Donc, de plus en plus, tu vois, moi, j'ai accepté de pas chercher à faire beaucoup de vues, mais plus à avoir un impact sur peu de gens, tu vois. Et... mais d'ailleurs, quand vous aimez des créateurs de contenu, envoyez des messages, que ça fait la différence. Hein. Moi, c'est vrai que ça me met un coup de boost de me dire « Ah, tiens, j'ai impacté 1 personne. Genre. » Parce que des fois, c'est tellement virtuel que tu dis « Mais à quoi bon à part te mettre en image, tu vois, c'est quoi le but, tu vois. » C'est vrai. C'est vrai. Et l'idée du podcast, de ce podcast-là, en tout cas, je l'ai pensé aussi comme ça, c'est que je cherche pas forcément, évidemment, si ça a plus de notoriété, ça rassemble plus de personnes, tant mieux. Mais je me dis à chaque fois, c'est que si la vidéo qui sort de là, que ce soit les réels, la vidéo longue, l'audio, si ça parle déjà à 1 personne, au-delà de la personne qui est en face de moi déjà, donc ça ferait 2 personnes, j'en serais déjà très, très heureux. Et donc moi, j'espère évidemment que ton parcours va parler à pas mal de monde, et ça, j'en suis convaincu, qu'au moins 1 personne là sera... très heureux de pouvoir entendre et de pouvoir aussi s'identifier, parce que l'idée, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit les personnes qui prennent la parole, que ce soit à la télé, aussi un petit peu sur les réseaux quand même, c'est déjà des personnes qui ont une certaine notoriété. Et souvent, dans cette prise de parole, on n'a pas forcément tout le parcours. On a
le résultat, il est là, mais on n'a pas le chemin. Et ce qui est intéressant, c'est s'intéresser au chemin pour savoir aussi, lui, il a eu un chemin comme ça, moi, j'ai eu un chemin différent, mais peut-être qu'à un moment donné, on peut s'y retrouver. Ou même que je suis en train de vivre quelque chose de compliqué, mais lui aussi, il a vécu ce genre de choses-là et il y est arrivé. Peut-être que du coup, moi aussi, je vais y arriver. Tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment permettre à chaque personne de pouvoir s'identifier et trouver une petite lumière dans le noir, quelque part. Non, c'est bien. Et j'ai une petite dernière question, avant-dernière. Pour toi, qui est aujourd'hui, autour de toi, quand tu regardes le parcours, évidemment, tu avais la personne que tu voulais peut-être être aujourd'hui, la personne que tu es aujourd'hui, la personne que les gens pensent que tu es. Toi, vers où tu souhaiterais évoluer? Quelle est encore ta marge d'évolution selon toi? Vers où tu veux aller? Très bonne question. Je dirais que je veux devenir la personne dont je serais fier, dans le sens où, tu vois, là, j'essaie de me confronter de plus en plus à mes peurs, oser davantage, être plus discipliné, parce que je me dis toujours, il ne faut pas que je donne des conseils ou je fasse des vidéos sur les réseaux et je ne les applique pas. Tu vois. Donc, toujours, je me force à me dire, sois la personne qui, justement, justifie ces conseils-là. Tu vois, parce que si je dis, oser et moi, je n'ose pas, c'est un peu bizarre. Tu vois. Donc, c'est vraiment ça mon focus, c'est vraiment de devenir une personne qui n'a pas peur d'échouer et vraiment qui est constant dans son travail pour atteindre ses ambitions. Ce n'est pas toujours le cas, mais je travaille vraiment dans cette direction-là parce que ça, c'est ma conviction. Mais quand tu as des principes et des valeurs qui sont clairs dans ta tête et qu'ensuite, ce qui manque, c'est la constance, la discipline et le fait de se confronter à la peur, je pense que tu as plus de chances, en tout cas, d'arriver à tes ambitions. Et donc, c'est vraiment mon focus actuel. C'est vraiment ce côté, toujours, je me challenge, c'est-à-dire, j'ai peur de faire ça, c'est que je dois le faire. Si j'ai peur de me lancer, je vais me questionner. Tu vois. Je me force vraiment toujours à chercher l'inconfort, parce que je me dis toujours, c'est dans l'inconfort que j'ai trouvé qui je suis vraiment, où j'ai vraiment progressé. Tu vois. Donc là, je me force vraiment à faire ça. Et après, je dirais... quand tu es cette personne-là, même dans mon entourage, je le vois, tu vois, j'ai inspiré les gens dans mon entourage à faire du sport, à mieux manger. Donc, tu vois, au début, je me disais, mais pourquoi tu partages ça? Et un jour, mes potes, ils m'ont dit, non, mais continue à partager. Tu vois, ils te disaient rien, ils me disent, non, continue à partager. Quand tu partages tes plats, ça me motive à bien manger. Quand tu vas au sport, ça me motive à aller au sport. Donc, je me dis, si j'arrive à être une personne qui m'inspire moi-même, je pense que j'ai réussi à inspirer d'autres gens. Tu vois. Donc, je me dis d'abord, le point de départ, c'est soit une personne qui est inspirante pour toi-même, et ça te permettra d'être inspirant pour les autres. Parce que souvent, on va chercher à inspirer les autres et on va se dire, mais est-ce que cette personne-là, elle-même, elle m'inspire moi-même, tu vois. Et donc là, mon point de départ, c'est vraiment m'inspirer moi-même en me disant que cette personne-là, elle inspirera les gens que j'aspire à inspirer. Tu vois. C'est beau. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour cet échange très riche et très inspirant, justement, aussi, parce que je pense qu'il est important parfois de poser les doigts, le doigt là où ça ne va pas, là où justement on peut avoir des blocages pour pouvoir évoluer. C'est clair. Et rendre visible en fait les points à améliorer, parce que tout ce qui est invisible, forcément tu peux pas le travailler. Donc si tu te rends compte de certaines choses, tu prends conscience de certaines choses, c'est là que tu peux commencer à travailler ça. Et moi je veux dire aussi merci pour cet échange. Franchement, c'est les meilleures questions qu'on m'ait jamais posées. Non, mais vraiment, je le dis, j'ai fait plein de médias, mais tu poses vraiment des questions profondes. C'est la première fois que je dois me poser et réfléchir, tu vois. Parce que d'habitude, c'est tout fait, je dis ok, c'est ça, mais franchement, des très bonnes questions. Et je pense qu'on a besoin de plus de personnes comme toi, parce que ça permet aux gens, de se livrer, mais en même temps, de se comprendre. Parce que tu vois, parfois, tu dis, ah tiens, je ne m'étais pas posé la question. Et le fait de se poser la question, ça te permet de délivrer plus de valeur dans des aspects de ta vie que tu n'aurais pas forcément pensé. Donc franchement, merci pour l'invitation et j'espère que c'est le premier épisode d'une très très longue série pour moi avec toi, parce que je pense qu'il faudra que tu passes dans mon podcast et je pense qu'on aura d'autres choses à faire prochainement. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup pour tes mots. Très encourageant. Let's go pour la suite. On se fait un petit clap de la fin. Vas-y. 1, 2, 3. Yes.